on va commencer. Et le sujet, là, on a beaucoup parlé de dents, et là, on va plus parler de porte d'entrée osseuse. Donc, finalement, c'est des patients qui, très souvent, arrivent avec déjà un diagnostic moléculaire dans nos services Oscar ou tête-cou. Donc, les enjeux, c'est de découvrir de nouveaux liens entre la dent et une maladie osseuse rare, de comprendre la physiopathologie des maladies rares osseuses pour l'étude de dents, par l'étude des dents, de modèles murins, mais aussi de dents humaines. Et on sait aussi bien en archéologie, mais aussi avec les dents qu'on peut recueillir par nos patients, puisque finalement, les dents sont des petits explants qu'on peut recueillir naturellement par exfoliation des dents de lait chez les enfants ou extraction des prémolaires ou des molaires dans le cas d'un traitement orthodontique chez les adolescents, sont une source d'information très importante. Ensuite, on peut évaluer l'impact de nouveaux traitements systémiques à partir de l'étude des dents, comme c'est le cas, par exemple, de ce qu'on est en train de faire pour le Burosumab sur le XLH. Et puis, on peut développer des protocoles de soins et des soins dentaires adaptés pour restaurer ces tissus. Rufino nous a montré tout à l'heure un émail absent ou très mal minéralisé ou une dentine anormale, et on ne colle pas, on ne répare pas un tissu atteint de la même façon qu'un tissu sain. Donc ça, tu peux peut-être... Alors, ce qui est très très important, c'est de penser et de réfléchir en termes de dents et de développement. Et ce développement, il est extrêmement long, puisqu'il va de la 6e, 7e semaine du développement embryonnaire jusqu'à 18-25 ans, avec la fin de la formation de la racine de la 3e molaire ou dent de sagesse. Et va passer par des stades successifs où vont se mettre en place les dents temporaires. Puis, on va progressivement, à partir de 6 ans, venir arriver les dents permanentes et évoluer d'une denture temporaire à une denture mixte, vers, on va dire, autour de 10 ans, une denture permanente à peu près complète. Donc, il y a toutes ces phases de rhizalyse des dents temporaires, d'éruption des dents permanentes, et c'est un phénomène vraiment dynamique, dans lequel à la fois la dent, mais aussi l'os alvéolaire, qui n'est là que parce que la dent, finalement, vient dans la cavité buccale, vont se mettre en place. Ce qui veut dire aussi que la dent va être une photographie d'une période bien particulière de la croissance. Et par exemple, un traitement qui commençait pour une maladie osseuse, qui est commencé par exemple à 6 mois, eh bien, on va pouvoir recueillir les germes des dents temporaires ou par exemple les germes des prémolaires et arriver à voir à quelle période finalement correspond ce traitement et est-ce qu'il a un impact, l'impact qu'on va voir sur la minéralisation de la dent, c'est souvent la dentine ou le sément pour les maladies osseuses, va finalement refléter le bénéfice que va avoir sur l'os. Or, on ne peut pas avoir si facilement des biopsies osseuses. Donc, en fait, les dents sont des petites biopsies qui vont matérialiser un moment particulier du squelette. Donc, on a repris le schéma avec la porte d'entrée os que l'on avait fait avec Céline pour Oscar. Et finalement, il y a tout un tas en bleu, vous avez les gènes qui sont les pathologies dites isolées, et en rouge, toutes les portes d'entrée avec des manifestations. Si c'est la calcémie, on aura plutôt des anomalies au niveau de l'émail. Si c'est le phosphate, on aura plutôt des anomalies au niveau de la dentine et du sément, et avec tout un tas de gènes qui s'entrecroisent. Et finalement, là, c'est le vrai dialogue avec tête-cou, parce qu'on réfléchit un petit peu différemment, mais finalement, le résultat est le même. Vas-y, Agnès. Donc on est devant ce questionnement qu'on a déjà exposé. Est-ce qu'on, devant une anomalie de la dent, on est dans un cadre isolé ou dans un cadre syndromique? Et on vous a déjà donné la réponse. On pense que très peu d'anomalies du développement de la dent sont dites isolées. Alors juste en quelques mots, l'histoire de la patiente. C'était une patiente qui avait vu initialement Muriel à Rothschild, via tête-cou, et qui avait été envoyée à Anya à Bicêtre, Anya Rothenbuehler, dans le cadre d'une recherche d'hypophosphatémie. C'était une patiente qui avait abcès sur abcès, nécrose sur nécrose, et donc ça ressemblait beaucoup à une hypophosphatémie liée à l'X. Anya a fait tout le métabolisme, le taux de calcium et de phosphate était normal, aussi bien dans le sang que dans les urines. Et donc, dans le cadre du protocole Oscar,
Elle m'a été renvoyée et puis on a discuté et finalement Céline a fait l'analyse moléculaire et je crois qu'on a fini par sortir un variant très compliqué de DSPP de mémoire. Donc c'est un long chemin et pas toujours évident, tout n'est pas binaire. Alors ça c'est juste une notion qui est très importante pour tous les non-dentistes, c'est que finalement, que ce soit la dentine ou le sément cellulaire, ce sont des tissus qui sont extrêmement similaires à l'os. Vous voyez, à droite, vous avez le 70% de minéral, 30% de matrice organique, essentiellement du collagène de type 1, mais aussi ces protéines non collagéniques qui font minéraliser toute cette fameuse famille des siblings, avec, en spécificité pour la dentine, la DSPP, le gène DSPP qui code pour une protéine qui s'appelle DSP, à ne pas confondre avec l'oligodontie, comme je l'ai beaucoup fait, et qui est parfois difficile ce gène DSPP est parfois difficile à lire parce qu'il a une séquence qui correspond à la partie C-terminale qui est très, très, très spécifique et sur lequel, finalement, on a parfois des difficultés de diagnostic. Et la grande différence par rapport à l'os, c'est que l'os, il est remodelé en permanence pour maintenir un taux de phosphate et de calcium permanent dans le régulier dans le sang, alors que la dentine ou le sément acellulaire, finalement, ce qui est formé n'est jamais retouché. Donc c'est vraiment cette notion de dent qui peut être une sorte de biopsie, de photographie à un instant T de la minéralisation. Un marqueur. Exactement. Alors, donc qu'est-ce qui est particulier parmi ces dents, ces matrices minéralisées extraordinaires qu'est la dent? La première, c'est la dentine. À droite, on vous a mis des petites photos. Vous avez une image en microscopie électronique à balayage. Je ne suis pas douée. Voilà. De dentine normale, très régulière, avec une minéralisation très régulière. Et en dessous, vous avez un patient avec une ostéogenèse imparfaite. Et c'est un patient qui n'avait pas vraiment de dentinogénèse imparfaite évidente. Et quand on a pu recueillir des dents qui avaient été extraites dans le cas d'un plan de traitement orthodontique, vous voyez que quand même, on a une anomalie de structure de la dentine qui n'apporte pas de manifestation clinique, qui est subclinique, mais que l'on a une formation qui est anormale. Alors cette dentine, ce que je vous disais tout à l'heure, on a des gènes qui sont complètement liés à la minéralisation de la dent, en particulier ce DSPP qui est spécifique à la dentine, et puis on a un certain nombre de gènes qui sont liés à des pathologies dites, je ne suis vraiment pas douée, dites plutôt MOC, avec des anomalies de la matrice extracellulaire, en particulier au niveau des gènes liés au collagène de type 1. Et puis, on a un deuxième type de gènes, tout ce qui est réalisation du métabolisme phosphocalcique, et comme par exemple FEX, FGF23, GALNT3, qui va donner des syndromes de type phosphocalcique, comme les hypophosphatémies, dont on vous parlera tout à l'heure. Tu veux ? D'accord. Donc, l'un des grands intérêts, c'est finalement d'étudier la dent pour comprendre son lien avec les maladies osseuses rares. Et finalement, on a deux grands axes. On a un axe phosphate, et on va avoir, quand on a des anomalies du phosphate, que ce soit une hypophosphatémie ou une hyperphosphatémie génétique, elles affectent la minéralisation de la dentine et du sément. On va le voir tout à l'heure. Et puis, ça donne, j'ai remis la photo tout à l'heure, et je vous montre juste cette image, et on verra ça plus en détail tout à l'heure. Ici, vous avez une dentine normale, et ici, vous avez une dentine d'un patient avec une hypophosphatémie génétique liée à une mutation FEX avec une hyper FGF23. Et vous voyez, on a vraiment un aspect en fromage suisse qui fait comprendre que ces patients ont des infections dentaires spontanées puisqu'on a un passage direct des bactéries vers la pulpe dentaire.
Alors ensuite, on a le sément. Alors on a cherché avec Agnès dans la littérature un équivalent qui récapitule tous les gènes du sément, toutes les protéines du sément finalement qui pourraient être impliquées dans ces maladies. On n'a pas réussi à trouver, donc appel aux bonnes volontés. Et le sément, il est très intéressant parce que finalement, c'est le tissu qui recouvre la racine des dents et qui permet son ancrage dans l'os alvéolaire et qui lui permet aussi d'avoir une petite gymnastique quand on mastique via le ligament pour pouvoir s'adapter aux contraintes mécaniques. Alors on a deux types de séments. Pendant la partie du développement, on a un sément dit acellulaire qui finalement est un tissu qui ressemble beaucoup à l'os et qui n'est pas remodelé dans conditions normales. Donc vous voyez ici, on voit bien les fibres du ligament parodontal qui permettent l'accrochage du sément dans l'os alvéolaire qui est ici. Et ensuite, on a un sément post-éruptif qui est le sément cellulaire qui essentiellement permet de s'adapter aux contraintes mécaniques. Et donc toutes les mutations finalement en rapport avec les protéines de l'os qui sont aussi présentes dans le sément vont affecter plus ou moins le phénotype du sément et donner des patients qui vont être susceptibles à certaines pathologies, en particulier les maladies parodontales. Alors ensuite, on a une deuxième possibilité lorsque l'on a une perturbation du taux de calcium dans le sang, que ce soit une hypocalcémie, mais aussi on est en train de le voir actuellement, une hypercalcémie, on va avoir une modification, une perturbation de la mélogénèse et un certain nombre de maladies comme les hypoparathyroïdies, les pseudo-hypoparathyroïdies vont entraîner des troubles de la minéralisation de l'émail. Alors l'émail. Oui, alors l'émail c'est une structure, ce n'est pas un tissu, l'émail est acellulaire, avasculaire, mais il est mis en place par ces cellules qui sont les améloblastes d'origine ectodermique et qui vont à la fois déposer une matrice qui va se minéraliser, mais qui vont aussi résorber cette matrice, notamment via des enzymes comme kallikrein 4, comme MMP20, pour permettre une minéralisation optimale et 96-98% de minéral dans cette structure. Donc cette minéralisation peut être perturbée via le métabolisme phosphocalcique et ses troubles. N'oublions pas quand même que la formation de l'émail et de la dentine sont liées et que des anomalies dentinaires, donc là on retrouve les anomalies osseuses, peuvent se refléter aussi par un trouble de la mélogénèse. L'émail est une cellule qui aime beaucoup être attachée à son support et donc qui va utiliser tout un tas de molécules d'ancrage, les laminines, les intégrines, etc., pour rester fixée à sa matrice. Et donc toutes les molécules qui vont aussi perturber cet ancrage ou les jonctions cellulaires peuvent être à l'origine de défauts de l'émail. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour nos amis médecins, c'est que l'émail est sans doute la plus belle structure de l'organisme humain et que c'est un tissu énormément étudié. Et vous voyez beaucoup sortir d'études en archéologie en particulier, avec les techniques actuelles de synchrotron et compagnie. Et on a énormément d'informations à travers l'émail. On peut suivre la vie du patient, on peut suivre ses lignes de croissance. Par exemple, sur les dents de lait, on voit très bien une ligne qui correspond à la naissance, ou si on a des pathologies. Et donc, c'est vraiment un tissu qui recèle d'informations à condition d'avoir les bons outils, comme par exemple le synchrotron, certains faisceaux du synchrotron, pour pouvoir les étudier. Mais c'est un tissu absolument fascinant dont on ne se lasse pas. Je dirais que c'est la barrière la plus extraordinaire que l'organisme a produite à un coup. C'est le fait que les cellules qui l'ont mise en place disparaissent lorsque la dent fait son éruption dans la cavité buccale. Mais elle nous permet de résister aux chocs thermiques, aux chocs chimiques, d'avoir vraiment une densité minérale et une résistance mécanique qui nous permettent de manger, de vivre tous les jours. Et c'est souvent les pathologies rénales alors tout ce qui est modification du calcium dans le sang a un impact sur la minéralisation de l'émail, mais aussi tout ce qui est lié au rein. Et quand vous avez des patients que vous suivez avec une pathologie rénale,
encourager les mamans à garder les dents de lait dans des petites boîtes, même à sec. Et ça permet à un moment, si on veut mieux comprendre finalement, d'aller étudier, parce que le synchrotron, par exemple, peut être réalisé sur des dents qui sont tombées depuis 20 ans et qu'on coupe et on ne pas juste. Et ça ne modifie pas, puisque finalement c'est un caillou, hein, l'émail, puisque c'est minéralisé à 96%. Et ça permet vraiment d'avoir des informations extrêmement importantes sur la pathologie. Donc on va passer le premier couple.